Nous poursuivons la journée d'études avec la professeure Christine Rivalan-Guego de l'Université de Rennes 2, qui est actuellement la présidente du RESUF, qui est le réseau francophone des femmes responsables dans l'enseignement supérieur et la recherche depuis 2023. Et qui est spécialiste des questions de recherche sur, par exemple, la littérature de l'Espagne contemporaine et également qui a travaillé sur les questions de réseau de sociabilité féminine. Alors, sa présentation portera sur le thème « À plumes égales », la place des femmes dans le champ littéraire, Espagne-France, 19e, 21e siècle. Alors, je vais laisser la parole à la professeure Rivalan. Bonjour, c'est presque bonsoir d'ailleurs. Je vais commencer par remercier les organisateurs et organisatrices de cette journée parce que ce sont des moments précieux. On se retrouve, on échange et on apprend beaucoup. Et puis, merci aussi d'avoir pensé à faire une place aux sciences sociales et humaines et à la littérature. Alors, la littérature positionnée dans les arts et sa pratique par les femmes est souvent sujette à caution. Qu'elles lisent ou qu'elles écrivent, les femmes seraient dangereuses. L'écriture des femmes n'est pas un phénomène nouveau, loin s'en faut, mais il semble intéressant de mesurer, à partir de quelques indicateurs, la progression de la représentation féminine dans le champ littéraire en Espagne et en France. Alors pourquoi l'Espagne et la France? Tout simplement parce que c'est sur l'Espagne et sur la France que j'ai des éléments de connaissances que je peux partager. Et je le fais à partir du XIXe siècle. Le XIXe siècle, parce que c'est le siècle qui correspond à ce que l'on a appelé la seconde révolution du livre, c'est-à-dire le moment où se développe une édition à bon marché, dans un contexte d'augmentation aussi du nombre de lecteurs, des lecteurs, parce que l'alphabétisation est aussi en progrès. Et bien sûr, ce XIXe siècle marque dans le champ littéraire et culturel européen une véritable irruption publique de l'écriture des femmes. Alors, écrire est une chose, être lu, et être reconnu, comme autrice, en est une autre. C'est pourquoi il importe de réfléchir dans le cadre d'un marché littéraire qui s'est constitué au fil du temps, sans les femmes, ou si peu avec. Et il est aussi utile d'envisager, alors j'ai peut-être, je ne sais pas, ça ne marche pas. J'y vais. Ok, d'accord. Excusez-moi. Non, je vous en prie, c'est mes collègues. Ah, donc c'est sur celui-ci. Ouais. Voilà. Ouais, parfait. Donc, intéressant d'envisager le champ littéraire, donc ce concept issu de la sociologie de la littérature, qui renvoie à un système fait de relations entre différents agents, les auteurs, les autrices, les éditeurs, les éditrices, les libraires, les critiques littéraires, les médias, les prix littéraires et même aussi le discours scolaire. Parce que cela permet de questionner l'ensemble des espaces mobilisés pour se faire entendre, là où, il faut bien le dire, le canon littéraire dominant reste forgé par des textes narrés par des voix masculines depuis un point de vue masculin. Alors à ce propos, on peut s'interroger avec Christine Planté, comment appeler une pareille créature ?
La femme qui écrit, auteureux, autrice, auteuse, autoresse, finalement, femme auteur, sauf que on ne parle pas d'homme auteur, ce qui veut dire qu'ici comme ailleurs, le masculin est le neutre, à moins que ce ne soit l'universel. Pour se nommer et se définir dans son activité de créatrice, la femme qui écrit est donc obligée de se situer d'emblée comme être sexué, d'inscrire le fait d'être femme au cœur de son œuvre. Le ton est donné. Pour une femme qui écrit, l'activité se place d'emblée au niveau de la négociation dans le cadre des normes sociales en vigueur. Afin de pouvoir exprimer dans la sphère publique et rendre publique justement cette voix en tant qu'autrice, les femmes ont dû parcourir un long chemin semé d'embûches, d'obstacles, mais aussi jalonné de temps forts, fondateurs. Il va donc s'agir de mettre au jour les mécanismes sociaux et symboliques dont les autrices doivent se libérer pour atteindre une égalité de présence dans le champ culturel et littéraire. La question a partie liée avec celle de l'émancipation dont elle est l'un des volets ou des reflets. L'essor des mouvements féministes qui marquent la deuxième partie du XIXe et les 30 premières années du XXe est le contexte des premières luttes dans le champ littéraire et entretient la polémique entre féminisme et féminité. D'un côté, dans tous les domaines, mais en particulier dans le littéraire, les femmes étaient convaincues que seule la solidarité entre elles, forme de sororité, pouvait les aider à vaincre la marginalisation qui était la leur. Mais d'un autre côté, des autrices accédant à une certaine renommée se positionnaient de façon virulente contre le féminisme. Ça a été très clairement le cas de Colette ou de Rachilde en France, et cela a été aussi, de façon peut-être un peu différente et plus fluctuante, le cas d'autrices espagnoles avec un positionnement compliqué. Alors, que veut dire publier à la fin du XIXe et au début du XXe ? Il me semble important d'avoir cette référence par rapport à la situation presque contemporaine. L'exemple que je retiens est ceux d'écrivaines qui publient, en partie grâce au parrainage ou mentorat d'hommes. Alors ce sont des amis, des pères, des maris, des amants. Le parrainage se traduit par la pratique du paratexte, des préfaces, des introductions, aux œuvres de ces autrices qui, le plus souvent d'ailleurs, appartiennent à des familles déjà installées dans le champ culturel. Leur statut de femme, fille, sœur d'eux est un levier précieux pour elles, pour se tailler une place dans le champ littéraire. Comme le rappelle d'ailleurs, non sans cynisme, un des personnages d'un roman de Georges de Perbrune, Georges en fait pseudonyme de Mathilde de Perbrune, dans le roman Un bas bleu. Alors je ne vais pas tout lire, simplement, quant aux hommes dont vous attendez l'appui, ils ne s'intéresseront à vous que s'ils en espèrent quelque chose, c'est-à-dire tout. Or, vous dépendez d'eux absolument. Quel que soit votre talent, et il est réel, incontestable, vous n'arriverez à rien à lutter toute seule. Alors, des exemples de cette dépendance des autrices, il y en a beaucoup. Par exemple, Rachilde, lors de la seconde édition de son roman Monsieur Vénus, bénéficia d'une préface de Maurice Barrès, qui voyait en elle une mademoiselle Baudelaire. Tout enfant, Marie de Hérédia fréquente des poètes, des artistes qui rendent visite régulièrement à son père, José Maria de Hérédia, et elle écrit ses premiers vers à la bibliothèque de l'Arsenal, dont son père est le directeur. Avec l'exemple de Marcel Tiner, c'est un petit peu différent parce que sa famille n'a pas de contact direct avec le monde de la culture, mais elle fréquente le salon littéraire de Madame Armand de Caillavet, où elle rencontre des personnalités littéraires telles que Paul Bourget et Anatole France, qui vont effectivement l'aider. En Espagne,
La poétesse, alors ça c'est les françaises, en Espagne, la poétesse Gertrudis Gómez de Avellaneda fréquente les cercles littéraires et intellectuels de son temps. La poétesse Rosalía de Castro fut, elle, encouragée par celui qui deviendra son mari, Manuel Murguía, lui-même écrivain, et qui va aussi être un appui pour elle. Autre exemple, Carolina Coronado, une écrivaine romantique espagnole surnommée la Bécquer féminine, en référence au poète romantique Gustavo Adolfo Bécquer. Et on voit comment le succès d'une poétesse se mesure à l'aune des poètes. Pour elle, donc pour ces autrices, le temps est à la tutelle si elles veulent écrire, avec une différence entre la France et l'Espagne, c'est qu'en Espagne, elles revendiquent leur statut de femme et mère et prennent leur distance avec des comportements jugés inadéquats pour une femme. En Espagne, on écrit une fois ses devoirs d'épouse et de mère accomplis. Les esprits n'ont pas été formés de la même manière par les idées de la Révolution française et du siècle des Lumières, et par ailleurs, la scolarisation des filles est nettement moindre, puisque l'école primaire n'est alors même pas obligatoire, et donc il y a des effets évidents sur le nombre de femmes susceptibles d'écrire. De plus, en matière d'autorité littéraire, la situation juridique confortait la dépendance des femmes. La loi donnait au mari la propriété intellectuelle des œuvres écrites par son épouse, tenue comme la dépositaire et la responsable de l'honneur marital. De la sorte, le plus simple était d'écrire à sa place, et ça a été le cas. Et il était possible au mari de demander le retrait des livres ou de les interdire si ce qu'écrivait sa femme ne lui convenait pas. Cette situation explique l'engagement précoce des femmes dans la défense du droit d'autrice. Les écrivaines Sáenz de Melgar et Emilia Serrano deviennent d'ardentes défenseuses du droit de propriété intellectuelle, morale et patrimoniale, affirmant le concept d'autorité féminine. Ces débats autour de la question d'autorialité s'incarnent tout particulièrement avec deux couples d'écrivains, en France et en Espagne. En France, c'est bien sûr le couple formé par Colette et Willy. Willy qui encourage Colette à écrire ses souvenirs d'école pour les publier sous un pseudonyme, Willy. Et ce n'est qu'après leur séparation, en 1906, que Colette signera de son nom ses propres textes. L'Espagne connut un cas similaire avec María de Lao Lejárraga, mariée avec Gregorio Martínez Sierra, à qui elle servit de plume jusqu'à la mort de ce dernier en 1947. C'est le masculin qui contrôle l'accès au champ littéraire. Et pour ces autrices, exister dans le champ littéraire les conduit à adopter certains codes masculins. Le meilleur exemple est celui d'Aurore Lucile Dupin de Dudevant, qui prend le pseudonyme de George Sand en 1829 et se met à porter des vêtements masculins. Plus tard, Marguerite Emery, future Rachilde, quitte sa Dordogne natale pour devenir écrivaine à Paris, où en 1885, elle comptera parmi les 5 femmes autorisées par le préfet à porter le pantalon en France. Colette fera de même. Ce besoin d'identification au masculin se traduit aussi par le recours au pseudonyme masculin. J'en parlais tout à l'heure avec Georges de Perbrune. Il y a aussi Gérard Douville, Marie de Hérédia ou Marie de Régnier, qui sous son pseudonyme sera la première femme à obtenir en 1918 le premier prix de littérature de l'Académie française pour l'ensemble de son œuvre. Il y a aussi Danielle Le Sueur, en fait Jeanne Loiseau, qui a été conduite à se choisir un pseudonyme par son éditeur, Kalman Levy, qui lui a demandé, donc, pour ses 2 premiers romans, de publier sous pseudonyme. Marguerite Emery deviendra Rachilde,
du nom de l'esprit d'un gentilhomme suédois du XVIe siècle rencontré lors d'une séance de spiritisme. Et elle fera imprimer des cartes de visite au nom de Rachilde, homme de lettres. Et en 1935, c'est-à-dire encore plus tard, c'est encore à la demande de son éditeur que Jeanne Lovaton deviendra Jean Voilier. Elle dit « Celui-ci demanda expressément, puisque de toute façon, je voulais prendre un pseudonyme, de choisir un pseudonyme masculin, car lui, l'éditeur du Grand Maune, de Giraudoux, de Pierre Benoît, de Pierre Frondet et de tant d'autres, lui, propriétaire d'une très belle librairie Place Beauvau, affirmait que les livres de femmes ne se vendaient pas. » L'Espagne n'est pas en reste et nombreuses ont été les autrices qui ont fait le choix de publier sous des pseudonymes masculins. Des Víctor Català, Felipe Palma, Felipe Centeno, Josep Miralles, autant de pseudonymes derrière lesquels se cachaient des écrivaines. Elles eurent aussi, ces femmes, très vite, l'intuition de l'importance de lieux identifiés où se construit une carrière d'écrivain. Ainsi, George Sand, et c'est ce qui s'avère décisif pour elle, fréquentait des lieux de sociabilité masculine comme le restaurant Magny, où se tenaient des dîners littéraires, occasion pour elle de rencontrer des écrivains de l'époque et de se faire connaître. D'autre part, les femmes maintenaient la tradition des salons en France, les tertulias en Espagne, qui leur garantissaient une proximité précieuse avec la vie culturelle et littéraire de leur temps. En France, c'est le cas de Marie-Laure de Noailles, Lucie de la rue Mardru ou bien encore J. Rachilde. Et en Espagne, de la même façon, les écrivaines développent des lieux de sociabilité où se retrouve le tout Madrid culturel de l'époque. Alors, selon des orientations politiques distinctes, d'une part, la future républicaine Carmen de Burgos et de l'autre, la future phalangiste Concha Espina. Cependant, il leur sera plus compliqué de se faire admettre dans les diverses institutions littéraires où se mettent en scène des cérémonies de légitimation. L'Athénéo de Madrid, institution culturelle privée créée en 1831 et haut lieu de la vie culturelle et littéraire, n'admit les femmes en son sein qu'à partir de 1905. Ces obstacles qui se dressaient devant elles les menèrent à créer leur propre société savante, Ateneo Científico y Literario de Señoras, de femmes, en Espagne, section de Señoras de la Unión Iberoamericana. Et on retrouve les noms des femmes autrices engagées dans la défense de la place des femmes, en plus d'être elles-mêmes autrices. En France, Danielle Le Sueur, donc Jeanne Loiseau, plaide dès 1897 pour la création d'une académie littéraire des femmes et dénonce les inégalités qui touchent les femmes de lettres. La réponse viendra avec les Dames de Fémina, c'est Colette Cosnier, une universitaire rennaise qui forge cette expression, qui imaginèrent une académie féminine idéale en 1902, composée de 40 artistes élus par les lectrices. Le choix qui est fait est celui de transposer le modèle masculin, pas finalement d'inventer quelque chose de très différent. Longtemps, les académies espagnoles ou françaises resteront un bastion à conquérir. En Espagne, Gertrudis Gómez de Avellaneda et la romancière Emilia Pardo Bazán ont comme point commun d'avoir voulu accéder au cercle très réservé de la Real Academia Española. L'une comme l'autre essuya des refus et elles ne bénéficièrent d'aucun appui, même parmi les écrivains qu'elles pouvaient fréquenter. La première candidata en 1853 et fut écartée au motif que le règlement de la RAI ne prévoyait pas d'admettre des femmes en son sein. La seconde, première professeure de littérature à l'Université centrale de Madrid, quand même, fit 3 tentatives, en vain, et elle commenta « Si ma carte de visite disait Émile et non Émilie, Emilia, je pense que ma vie serait différente. En revanche,
En 1905, elle est admise avec deux autres écrivaines, Carmen de Burgos et Blanca de los Ríos, à l'Ateneo de Madrid. Et il faudra attendre Carmen Conde Abellán, élue en 1978 et installée en 1979, pour qu'une femme rentre à la RAE, fondée en 1713. En France, il fallut attendre 3 siècles et demi pour voir une femme élue à l'Académie française. Ce fut Marguerite Yourcenar, le 6 mai 1980. Parallèlement à leur persévérance pour gagner les espaces réservés, les femmes firent preuve aussi d'initiative et dans leur quête tout à la fois d'une visibilisation et d'une légitimation, elles s'intéressèrent à l'impact des prix littéraires. Les dames du féminin comprirent vite qu'il valait mieux être servies par elles-mêmes, convaincues par l'exclamation de Joris Karl Huysmans « Pas de jupon chez nous », dès les débuts du prix Goncourt. Un prix spécial fut ainsi créé en 1904, le prix Vie heureuse, futur prix féminin, qui décida de couronner indifféremment femmes et hommes, alors que le Goncourt excluait les femmes. En 1904, un an après la remise du premier Goncourt, 22 femmes de lettres dénoncent la misogynie du jury pour avoir dédaigné Myriam Harry et sa conquête de Jérusalem, fondent le prix féminin et lui décernent le premier prix. Quant au Goncourt, il faudra attendre 1945 pour le voir décerné pour la première fois à une femme, Elsa Triolet, pour le premier Raccro. Un jury essentiellement masculin puisque la seule femme, c'était Colette. Un chiffre, une statistique, en 122 ans d'existence, le Goncourt n'a récompensé que 12 femmes. Ça fait peu. En revanche, et c'est peut-être aussi un écho de leur militantisme, les femmes se virent attribuer 4 prix Médicis dans les années 60. Colette Audry en 62, Monique Wittig en 64, Marie-Claire Blessen en 66, Hélène Sixous en 69. En Espagne, l'après-guerre civile a permis, malgré la dictature, l'essor d'une littérature écrite par les femmes et immédiatement récompensée par la profession, voie presque unique d'accès au monde littéraire, comme le montre le cas des principales autrices de la seconde moitié du XXe, qui toutes ont bénéficié de l'appui des prix décernés en Espagne par les grands éditeurs. Malgré les représentations que dans le contexte national catholique, les moyens de communication véhiculaient à leur endroit, la publicité que leur donnaient les prix littéraires les fit exister dans le champ culturel et littéraire et les rendit visibles pour les lecteurs et les éditeurs, en même temps qu'elle en faisait des modèles inspirants pour les jeunes écrivaines. Dernier prix peut-être à évoquer, le prix Nobel de littérature, nettement moins à la portée des écrivaines, puisque sur 121 convocations, il n'a récompensé que 18 femmes. En Espagne, Concha Espina, que l'on a vu tout à l'heure, candidata 3 fois de suite, 1926, 1927, 1928, en vain, et malgré 25 tentatives en 9 ans, elle ne fut jamais lauréate. Alors, on peut évoquer le récent Nobel 2021 d'Annie Ernaux, femme et française. L'étape suivante est celle de la pénétration des structures d'édition. Hélène Sixous, qui ne sépare pas le masculin du système capitaliste, explique les difficultés des femmes pour publier en pointant le rôle des éditeurs. Je la cite, « Écris que nul ne te retienne, que rien ne t'arrête, ni homme, ni imbécile machine capitaliste, où les maisons d'édition sont les rusés et obséquieux relais des impératifs d'une économie qui fonctionne contre nous et sur notre dos. » C'est en 1975 qu'elle écrit ça. Au fil du temps, cependant, des femmes ont pris des places dans le marché littéraire, jadis monopolisé par les hommes, avec d'ailleurs des positionnements qui peuvent reprendre ceux de leurs homologues masculins.
car être éditrice, c'est exercer un métier plutôt réservé aux hommes, mais c'est un métier qui donne la totale responsabilité du catalogue. Les manières d'éditer sont nombreuses, et faire le choix de favoriser la publication des textes d'autrices n'est malheureusement pas la seule, même si on peut remarquer que lorsque les femmes sont éditrices, elles sont souvent à l'origine de collections réservées aux autrices. Des deux côtés des Pyrénées ont joué les origines familiales et un certain nombre de femmes se sont retrouvées au pilotage de maisons d'édition fondées par leur père ou leur époux. Ce sont en quelque sorte les héritières. Des noms, des exemples: Patrocinio de Biedma, qui peut être considérée comme éditrice de premier plan en Andalousie dans la seconde moitié du 19e, s'est formée à la fois par son travail dans une revue et dans les ateliers typographiques de son second mari. C'est la même chose avec Amparo Soler Jimeno, connue comme la dame de l'édition, qui était fille et petite-fille d'imprimeur. Plus récemment, l'écrivaine Esther Tusquets a été aussi une grande éditrice. Elle a dirigé pendant 40 ans Lumen, maison d'édition qui, avec Tusquets Editores et Anagrama, a marqué le paysage éditorial de la transition. Et dans ce cadre-là, elle a fondé une collection réservée aux femmes écrivaines, Femenino Singular. Et en tant qu'éditrice de Lumen, elle fit entrer au catalogue Virginia Woolf, Margaret Atwood et Susan Sontag. Un dernier exemple, parce qu'il est assez éclairant, est celui de Rosa Regas, qui, outre diverses initiatives éditoriales, a occupé le poste de directrice générale de la Bibliothèque nationale, autre espace très contrôlé, de 2004 à 2007, et elle a dû démissionner de ce poste, invoquant un manque de confiance à son égard du ministre de la Culture de l'époque, qui lui aurait dit que, durant ces 3 années, elle n'avait rien fait. En France, on trouve des situations similaires. Par exemple, Nicole Lattès, mariée à l'éditeur Jean-Claude Lattès, qui a pris la direction des éditions Jean-Claude Lattès en 1981, lorsque son mari a été nommé à la tête de Hachette Livre. Ou bien Françoise Nyssen, qui cette fois-là est la fille du fondateur d'Actes Sud et qui poursuit l'aventure éditoriale atypique de cette maison d'édition. Joëlle Losfeld, elle, fille d'Éric Losfeld, lui-même éditeur de la maison Le Terrain Vague, qui a fondé sa propre maison d'édition, une maison d'édition qui porte son nom, en 1991. Donc ça, les héritières. Mais il y a également des fondatrices de maisons d'édition. Alors, je dirais que malgré quelques tentatives, et en particulier dans le domaine de la presse, ce ne sera que dans les années 1970, tant en France d'ailleurs qu'en Espagne, qu'apparaîtront des maisons d'édition des femmes, résultat d'une, et je cite Delphine Naudier, institutionnalisation de la tendance différentialiste, avec la création d'un espace éditorial réservé. En France, c'est le moment aussi de la création de la revue Sorcière et d'un département d'études féminines à l'université Paris 8. C'est dire qu'il y a un ensemble d'éléments favorables. Dans leur déclaration d'intention, les éditions des femmes, donc créées en 1974 par Antoinette Fouque, insistent bien sur le périmètre qui est le leur. Ce n'est pas la maison du MLF, mais celle des femmes. Il s'agit de faire apparaître une écriture spécifiquement de femmes, non pas féminine, mais plutôt femelle. C'est dans le catalogue de 1974. Très récemment, Christine Villeneuve, qui est l'actuelle co-directrice, rappelle que beaucoup de premiers romans étaient publiés par les éditions des femmes,
et je la cite, « puisque les femmes étaient refusées par les maisons d'édition classiques, où les comités éditoriaux étaient dirigés par les hommes. La question de l'intime ne les intéressait pas. Nous avons ouvert la voie à une écriture à partir de soi, au témoignage. » En Espagne, c'est en 1978, donc 3 ans après la mort du dictateur, qu'à l'initiative de 3 femmes voit le jour la salle Edición de las Dones à Barcelone, dans un ensemble que l'on appellerait désormais tiers-lieu, lieu de réunion, librairie et aussi édition. Et là aussi, il s'agissait de publier, de rééditer des œuvres d'autrices du début du XXe siècle. Il y avait une collection, la collection Clásicos Catalanes, qui était dédiée à cela. Malheureusement, l'aventure s'est arrêtée beaucoup plus vite en Espagne, puisqu'en mars 1990, la salle a fermé. En France, des maisons d'édition avec comme marque identitaire les femmes continuent à voir le jour, les Pérégrines, Talon Haut, les Daronnes, ou bien encore la maison d'Alva. Et on retrouve toujours cette volonté de redonner accès à des textes qui n'ont pas eu une circulation suffisante. Par exemple, Laurence Faron, qui est la directrice des éditions Talent Haut, publie dans la collection Les Plumées Marguerite Audoux. Et elle dit de Marguerite Audoux, qui a obtenu quand même le prix Femina en 1910, depuis, elle a été oubliée, comme beaucoup d'écrivaines, parce que la critique littéraire est masculine, parce que les gens qui font les programmes scolaires sont des hommes, parce que toute la profession décisionnaire est masculine. L'enjeu aujourd'hui, c'est que les enseignants s'emparent de ces œuvres réhabilitées. Et là, on ne peut que penser aussi au sort de la princesse de Montpensier, nouvelle écrite en 1662 par Madame de Lafayette, première femme inscrite au programme du baccalauréat des terminales L en 2018, et après qu'une pétition a attiré l'attention sur cette situation pour le moins injustifiée. Alors, les femmes sont aussi présentes comme directrices de collection avec une position stratégique qui leur permet d'influer tout à la fois sur le catalogue et sur le choix des collaboratrices. Récemment, une héritière, Margot Gallimard, a pris la direction de la collection L'Imaginaire. C'était en 2021. Et elle a constaté que la collection créée en 1977 compte 320 auteurs pour 34 autrices. Et donc, elle se donne aussi comme programme de rééquilibrer les choses. Cependant, et là je vais faire référence à un exemple espagnol, il n'est pas sûr que Pilar Reyes, qui est éditrice d'Alfaguara, grande maison d'édition espagnole, directrice éditoriale du grand groupe Penguin Random House, et qui a été récompensée par le prix au meilleur travail éditorial en 2021, n'est pas sûr que Pilar Reyes exerce ses fonctions différemment de ce que ferait un collègue masculin. Elle est cependant la preuve que l'accès aux responsabilités éditoriales est désormais ouvert aux femmes. La question de l'apport des femmes dans ce domaine spécifique reste posée et il fait aussi l'objet du point suivant. J'ai gardé pour la fin cette question sans réponse, celle d'une spécificité de l'écriture et des thématiques, que l'on peut résumer par la formule de Christine Planté, « écrire comme un homme, écrire comme une femme ». De fait, dès la fin du XIXe siècle, le choix de thèmes jusqu'alors inabordés, thème de la sexualité féminine, du statut de la femme, mais surtout la recherche d'une écriture permettant une expression adéquate, se traduisent dans les publications des femmes, que ce soit en France ou en Espagne et ailleurs, bien évidemment. Elles sortent du carcan du genre des genres. Jusque-là, on les cantonnait
aux journaux intimes, à la littérature jeunesse. Et là, elles accèdent pleinement à l'écriture et à partir de la seconde moitié du XXe, elles sont présentes dans tous les domaines littéraires. Et curieusement, c'est à ce moment-là, c'est-à-dire dans les années 1970, que la question d'une écriture féminine vient occuper le devant de la scène. Il est vrai qu'un vivier d'universitaires écrivaines est alors disponible pour transposer dans la problématique des luttes des femmes, en les théorisant, des considérations esthétiques. Et comme Anne Simon l'a rappelé, et je la cite, « L'écriture dite féminine est un phénomène culturel et social diversifié selon les époques et les espaces, pas une donnée biologique. Le mythe d'une écriture humorale des femmes a fait long feu et a eu ses raisons d'être historiques dans les années 70. » De fait, en France, à partir des années 1950, des femmes, que ce soit Simone de Beauvoir, Nathalie Sarraute, Marguerite Duras ou Julia Kristeva, sont associées aux réflexions et aux productions de courants littéraires, de l'existentialisme ou du nouveau roman. Marguerite Yourcenar sera aussi la première à se voir reçue à l'Académie française avec une œuvre immense à son actif. Il ne faut pas non plus oublier les voix féminines de la francophonie qui font résonner la langue française depuis d'autres coordonnées spatio-temporelles, mais qui viennent aussi enrichir la réflexion. Deux indices de légitimation parmi d'autres peuvent être intéressants. L'entrée au catalogue de la Pléiade reste un bon critère. La collection est créée en 1931, mais ce n'est qu'en 1953 qu'une femme entre pour la première fois au catalogue avec les lettres de Madame de Sévigné. Suivront George Sand en 1970, Marguerite Yourcenar en 1982, Colette en 1984, Nathalie Sarraute en 1996, et ainsi de suite. Les choses se font lentement. Autre critère ou autre indice, l'étude des autrices femmes dans les cursus secondaires et universitaires. J'en parlais déjà avec le programme de la terminale L, mais à l'université, c'était à peu près la même chose. Et on peut ici saluer le rôle de cette universitaire rennaise que je citais tout à l'heure, Colette Costier, qui fut la première à Rennes 2 à proposer des enseignements s'appuyant sur un programme de lecture d'écrivaines. Et inutile de dire qu'elle s'attira les foudres de bien de ses collègues, et pas seulement masculins. En Espagne, au lendemain de la guerre civile, émerge un roman de l'introspection féminine qui vient renouveler aussi le regard porté sur le monde, et particulièrement sur la société espagnole de l'après-guerre civile. Commence alors un long temps d'écriture pour les femmes, durant lequel s'élabore progressivement un sujet narratif féminin. La mort du dictateur en 1975 et la prise de conscience de l'existence d'une patriarchie généralisée dans la société et dans l'exil sera à l'origine d'une nouvelle vague de romans s'employant à la critique de la transition alors en cours. Les toutes dernières années du XXe et les premières années du XXIe sont marquées par un foisonnement de publications avec des romans d'autrices de la génération de l'immédiate après-guerre civile, mais aussi et surtout de nouvelles plumes, parmi lesquelles Lucia Echevarria, avec des romans sur les sexualités féminines dissidentes ou la maternité, ou bien encore Almudena Grandes, qui, après s'être fait connaître avec un premier roman érotique, s'est lancée dans une vaste entreprise littéraire inspirée du modèle donné par un écrivain de la fin du XIXe et début du XXe, Benito Pérez Galdós, et ses Episodios de una guerra interminable sont l'équivalent de ce qu'avait fait cet écrivain à la fin du siècle précédent. Alors, en considérant l'actualité littéraire récente, on pourrait penser que tout va mieux. Je ne dirais pas tout va bien. Enfin, tout cela
il aura fallu presque 200 ans pour l'obtenir. Alors c'est vrai, les choses avancent. Côté médias, les émissions littéraires à la télévision ont gagné en diversité et inclusivité. On est passé d'Apostrophe de Bernard Pivot à la Grande Librairie d'Augustin Trapenard, mais c'est vrai aussi qu'on est passé de la grande chaîne nationale qui était la 2 à la 5. Les femmes écrivent et publient et surtout sont lues, mais il reste toujours cette question de l'écriture des femmes soumise à une approche différenciante et encore parfois excluante. Et puis, en préparant cette intervention, j'ai fréquenté les fiches Wikipédia et j'ai été étonnée de la place qui est donnée pour les autrices à leur vie sentimentale, voire sexuelle. 2 exemples. Voilà. 2 exemples. Marie de Hérédia ou bien Jeanne Loviton. Alors, bon, on pourrait se dire, ben oui, après tout, si ça fait partie de leur biographie, sauf que, par exemple, je suis allée voir ce qui était dit de Paul Valéry, puisque Paul Valéry était l'un des amants de Jeanne Loviton. Vous prenez l'affiche de Paul Valéry, aucune trace de toute cette vie amoureuse. L'égalité de plume n'est sans doute pas encore acquise, mais à l'heure des concentrations éditoriales et de l'intelligence artificielle, la seule question du genre en littérature ne serait-elle pas quelque peu désuète ? Les 150 dernières années montrent l'installation des femmes dans un champ littéraire qui fonctionnait selon un modèle désormais ancien. De fait, la donne change depuis la fin du XXe siècle et les reconfigurations éditoriales qui assoient le pouvoir de véritables mastodontes éditoriaux rebattent les cartes en termes purement économiques. Comme dans bien d'autres domaines, la vigilance reste de mise et l'on ne peut que s'inquiéter d'épisodes récents qui secouent le monde de l'édition, lui-même inséré dans celui plus large de la communication. Les déclarations virilistes en faveur de grands groupes éditoriaux ne peuvent qu'inquiéter quant à la solidité des acquis des femmes, mais aussi quant à l'avenir de la littérature, à l'avenir même de la pensée tout court. La question du profit commercial et surtout celle du contrôle de la pensée et la volonté de combattre tout esprit critique prennent désormais le pas sur toute autre considération. Et on ne peut que saluer la toute récente initiative d'un collectif d'une 50aine d'éditeurs et éditrices indépendants inscrites dans la campagne « Désarmons Bolloré ». Et en soutien au boycott lancé par les libraires antifascistes, qui prévoit la publication en juin 2025 d'un recueil collectif regroupant les contributions d'éditeurs, libraires, auteurs, universitaires et militants pour tenter de répondre à la question « Comment résister à la mainmise des grands groupes sur l'édition et défendre une autre vision du livre et de la culture ?» et j'ajouterai aussi « et de la pensée ». Malgré tout, des autrices Bolloré déplorent et condamnent le boycott au nom de meilleures conditions économiques garanties par le groupe. Plus que jamais, le champ littéraire est un champ de bataille, preuve que rien n'est jamais totalement gagné et que la question du genre en littérature n'a pas fini de se poser. Merci. Alors, nous allons passer au moment des questions. Et peut-être que je vais commencer par la mienne. Merci, professeur, pour cette présentation plus qu'édifiante. Et au fil de la présentation, j'ai constaté que depuis toujours, les femmes ont tenté de pénétrer le monde de la littérature par tous les moyens et astuces possibles. Pseudonyme pour les siècles passés, ou encore masculinisation par les vêtements. Et on aurait peut-être pensé
qu'avec toute la sensibilisation qui a lieu au fil du temps, que les choses ont changé. Mais quand vous parlez, par exemple, des statistiques pour le prix Goncourt, où on a 122 lauréats, dont 12 femmes, ou encore un comité de sélection qui n'implique pas de femmes ou une seule femme, on se pose vraiment des questions et on se demande vraiment si les choses changent. Ma question est de savoir si vous, dans votre carrière scientifique dans la littérature, ces biais de genre ont pu à un moment constituer un frein pour l'évolution de votre carrière. Alors, moi, ma carrière n'est pas une carrière d'écrivaine. J'écris, mais c'est de l'écriture scientifique. Alors, pour répondre à la question dans ma carrière, c'est vrai que je les ai vus à l'œuvre. Je ne suis pas sûre d'en avoir directement souffert, mais je les ai vus à l'œuvre, très clairement, oui. Merci, professeur. La place est donnée, la parole est donnée à l'assistance. Bonjour, merci pour cette présentation. Je voulais savoir, donc là, vous démontrez à travers vos exemples qu'effectivement, l'égalité dans l'écriture est loin d'être acquise et que, en tout cas, dans ce que vous démontrez pour l'instant, j'ai l'impression que c'est quand même plus des initiatives individuelles qui ont quand même poussé au changement. Et je voulais savoir, à l'heure actuelle, comment est-ce que vous avez des idées en tant que société, ce qu'on pourrait faire pour justement accélérer le processus qui pourrait mener à l'égalité dans la littérature, enfin dans la représentation des femmes dans la littérature? Vous m'ouvrez un programme immense. Moi, je partirais déjà sur cette initiative à laquelle je fais référence, parce que c'est de la réflexion, c'est différents acteurs, les différents agents de ce champ littéraire, parce que on peut écrire. Il y a eu d'ailleurs très certainement de nombreux récits de femmes qui sont restées dans des tiroirs, dans des malles, et qui ont disparu. L'écriture, c'est une chose. Après, il faut être publié et il faut être diffusé pour être lu. Donc c'est cette chaîne qui est une chaîne difficile à modifier, parce que, on le voit bien, l'édition, c'est un marché, et derrière, il y a des intérêts financiers. Les concentrations actuelles, elles ne vont pas faciliter les choses. Déjà, l'édition, le livre, il se retrouve dans des groupes où il y a aussi d'autres médias, télé, enfin, l'image au sens large. Et donc, les intérêts deviennent de plus en plus grands. Et c'est vrai ce que vous dites, des initiatives individuelles seront très certainement vouées à l'échec. Donc, il faut pouvoir proposer un contre-modèle. C'est à cela que s'attelle, je pense en partie, ce collectif. Une édition alternative. Bon. Alors maintenant, je me suis... Enfin, j'ai mentionné à la fin les réactions d'autrices qui travaillent dans le groupe Vivendi, qui trouvent finalement leur compte financièrement à être dans ce groupe et qui ne sont pas prêtes à renoncer à cette situation, alors que manifestement, le groupe n'est pas un groupe qui va favoriser la diversité, l'inclusivité, qui ne va pas développer, enfin aider à développer l'esprit critique, enfin à proposer, voilà. Donc ce sera difficile,
Mais la meilleure réponse individuellement, c'est de lire encore là où on nous donne le choix de lire des textes variés, des textes qui ne sont pas passés par une sorte de... Enfin, pas par une sorte, par une censure qui est la censure mise en place dans un grand groupe. Merci. Très bien. Au vu des contraintes de temps, pour le respect des horaires, nous allons devoir arrêter les questions et continuer le programme.